Merci. Alors, comme j'ai traversé l'Atlantique pour venir ici, dans Paris, cette ville chérie où j'ai fait mes études doctorales, je retrouve avec plaisir cette ville et l'esprit qui y règne. Et puis, je viens, de la science politique, mais en fait, je suis un juriste déguisé qui a dérivé dans la science politique et qui enseigne dans ce domaine, qui parle donc à des politologues, des futurs politologues, qui généralement ne s'intéressent pas trop aux institutions ni aux normes. Alors, je me retrouve maintenant avec le public qui, je crois, s'y intéresse. Permettez-moi de vous lire un extrait d'un traité sur la propriété écrit par l'historien du droit français complètement oublié. Quelques petites phrases. Remarquons d'abord que la question de la propriété et celle de la souveraineté ne sont jamais que les deux faces d'une seule et même chose. C'est là non une théorie, mais un fait indéniable. De tout temps, l'homme comprit que la puissance est nécessairement attachée à la possession des biens, que l'Empire suit toujours la balance de la propriété, et il cite Harrington, son fameux texte Océana. Que celui qui possède est seigneur et maître, ainsi que l'exprime le nom de propriété, dominium, d'où dominatio, autorité, pouvoir, empire, gouvernement, souveraineté, domination. Alors, inspiré par ce passage, je vais essayer de comprendre justement cette vaste question du colloque à travers ces deux concepts, dominium et imperium. On pourrait élaborer des définitions très subtiles et savantes. Je vais ramener ça à l'essentiel. Le dominium, c'est la puissance qui dérive de la possession des biens. L'imperium, celle qui découle du commandement suprême. Alors, ces deux distinctions, bien sûr, sont latines. Jean Gaudemet a consacré un magnifique article publié dans la revue Droit. Je lui laisse le soin de nous en faire la généalogie. Mais il constate que déjà au Moyen-Âge, il y a un brouillage entre les deux concepts. Et d'ailleurs, souvent les historiens, les sociologues disent que le Moyen-Âge, c'est donc l'époque de la fameuse seigneurie patrimoniale qui réalisait une forme d'unité fusionnelle entre le dominium et l'imperium. Mais il ne faudrait pas penser que cette unité fusionnelle voulait dire la réunion absolutisée des deux concepts. Bien au contraire, la seigneurie était fragmentée, elle était multiple, concurrencée par la revendication de la plenitudo potestatis de l'Église ou même de l'Empire. C'est pour cette raison qu'un historien britannique a dit la seigneurie équivaut en fait à la possession de droits incomplets et partagés de gouvernement et de propriété. Alors, qu'est-ce que va faire la pensée moderne? Et il me semble qu'il y a un élément essentiel à faire ressortir. Elle va dissocier ces deux faces du pouvoir. Elle va faire émerger une domination dépatrimonialisée, fondée sur une double séparation entre le domaine privé du prince et le domaine de l'État, de part, et entre le domaine public et celui des sujets privés, d'autre part. Donc, l'impérium devient une pure puissance de commandement de législation, concentrée bien sûr dans le détenteur de la souveraineté, mais sans droit immédiat sur la propriété des sujets, qui forment désormais une société séparée, donc sans impérium, mais libre d'exercer sans entrave tous les droits dérivés du dominium. C'est pour cette raison que, par exemple, le grand juriste allemand Ernst Wolfgang Böckenförde, qui est mort en mars dernier, disait dans un de ses textes, la société du Moyen-Âge, c'est la société civile cum imperio, et la pensée moderne va faire émerger une société civile sin imperio. Et cette séparation a entraîné, selon moi, une espèce de subordination principielle de l'impérium public au dominium privé. Et ça commence, ou du moins c'est illustré, dès la fameuse Magna Carta de 1215, qui, comme l'observe un historien, limite la couronne anglaise en tant que dominus, mais la maintient en tant que rex. Et déjà, donc on consacre l'idée que le roi Henri ne peut plus prélever d'impôts sans le consentement des barons. Mais déjà, on prévoit un article sur la libre circulation des marchands dans le royaume, mais au-delà, sans subir d'impôts extraordinaires. Et il y a même une clause d'exécution qui permet aux 25 barons du royaume, en cas d'abus du roi Henri, de se payer directement sur ses biens. Et dans la pensée juridique, pour moi, le penseur, il est français, qui a parfaitement dépatrimonialisé la souveraineté, c'est Bodin.
Et ce que souligne d'ailleurs Philippe Nemo dans son gros traité sur les idées politiques, bon, très libéral, mais il accorde la chose quand même à Bodin, qui non seulement dit bien que la souveraineté n'emporte pas la propriété des biens des sujets, mais va même dire que l'État doit éviter la manipulation de la monnaie pour garantir la sécurité des transactions, des rentes, etc. Il s'oppose aussi à la perpétuité des charges, etc. Donc il y a déjà des principes de politique économique qui apparaissent dans la pensée de Bodin. Un autre rapport de la pensée moderne et pas strictement juridique, c'est d'avoir érigé le dominium, la propriété, en puissance subjective absolue, et même en puissance originaire naturelle. Et l'État va dériver d'ailleurs sa légitimité de l'autorisation donnée par les individus qui possèdent déjà naturellement des choses. Bon, on connaît bien les textes fondateurs, notamment ceux de Locke. Mais allons plus loin, chez certains penseurs, le droit a vocation finalement à n'être que pouvoir. Et vocation qui était affirmée à travers le temps depuis Guillaume d'Occam. Et le penseur des Lumières écossaises qui le saisit d'une phrase extraordinaire, il dit « Right is of two kinds, right to power and right to property ». Donc le droit est de deux types, le droit au pouvoir et le droit à la propriété. Donc le dominium est l'égal symétrique de la souveraineté. Et quand vous lisez Blackstone, le grand juriste anglais, quand il parle de la propriété, c'est un right of dominion, le fameux dominion despotique et solitaire de la propriété, pour prendre sa définition fameuse. Un penseur plus récent, Pierre Manant, remarque, et pourtant l'économie n'est pas son grand sujet, il remarque quand même que la conséquence ultime du travail de la pensée moderne est qu'en excluant que la richesse soit un titre à participer au pouvoir, elle a fait en sorte que le riche est maintenant plus libre que jamais de devenir toujours plus riche, avec bien sûr la bénédiction de l'État. Une fois que le dominium et l'impérium sont séparés, ils se sont appuyés l'un sur l'autre pour se renforcer mutuellement. Et l'auteur qui l'a mieux démontré, c'est Karl Polanyi, dans La Grande Transformation. En fait, il a fallu l'intervention d'un État souverain pour créer dans un royaume unifié un marché national où seraient abolis tous les obstacles que la féodalité, les solidarités communautaires, les coutumes, la tradition avaient mis à la circulation des biens et des individus. C'est lui, l'État, qui a extirpé l'économie de ses multiples inscriptions sociales pour en faire un vaste marché désencastré. Bon, c'est un néologisme, mais ça vient de l'anglais « disembanded », aux échanges fluides et garantis par la monnaie. Max Weber, lui, a vu dans ce processus un processus de double expropriation qui a vu l'État moderne, par la figure du prince dominant, exproprier les puissances privées indépendantes et l'entreprise capitaliste, exproprier petit à petit les producteurs indépendants. Une observation que je fais dans les rapports en dominium et impérium à l'âge moderne, c'est qu'il y a une certaine bivalence et réversibilité entre les deux. C'est-à-dire que même si les deux sont séparés, institutionnalisés par des voies différentes, le dominium privé peut quand même se transformer en impérium ou exercer des prérogatives ou l'influence réservée d'ordinaire à ce dernier. De même, tout impérium peut se transformer en dominium et exercer une puissance normative politique au privé dérivé de son droit de propriétaire. Je peux donner quelques exemples. Les fameuses compagnies commerciales de colonisation. C'était des créatures étatiques chargées non seulement de coloniser des territoires, mais de les gouverner avec les attributs de l'État. Comme un traité de droit colonial le rappelait, les compagnies de colonisation pouvaient arborer des drapeaux, entretenir des corps de police, pouvaient signer des traités, pardon. Donc, ça a été fondateur. Presque toutes les puissances européennes ont recouru à ce genre de compagnie, y compris la France. C'est un exemple parfait du fait que le dominium peut se transformer en un impérium sur un territoire. Un autre exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais je le trouve amusant. Dans le nord-ouest québécois, dans une ville minière, celle de Noranda, entre 1926 et 1949, une loi de l'Assemblée législative du Québec a donné la direction de la ville à une entreprise minière.
L'entreprise minière était un citoyen municipal qui dirigeait carrément l'entreprise de par la loi. Donc le PDG, d'ailleurs, était le maire de la ville et gouvernait par téléphone depuis Toronto. C'est amusant, mais d'ailleurs, on appelait ça la Company Town. Mais le Company Town est comme pour moi l'arbre derrière la forêt, c'est-à-dire que il y a aussi beaucoup de phénomènes d'emprise d'une entreprise sur une ville sans que la loi corrobore la chose. Donc souvent, c'est des situations de facto. Là, c'est même pas une situation de facto, c'était une situation légale. Il y a l'autre exemple très connu, la multinationale, polymorphe et tentaculaire, Alain Donneau, qui a consacré un ouvrage saisissant sur la multinationale Total, a décrit par une série de verbes tout ce qu'elle peut faire. Alors, je vous lis cette énumération, c'est assez saisissant. Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, vassaliser, nier, asservir et régir. Et elle peut, entre autres, exercer des droits de souveraineté de nature juridictionnelle par le moyen de la justice arbitrale instaurée par les traités de libre-échange. Donc, ce n'est pas pour rien qu'un auteur récent a sorti un ouvrage, Pierre Musso, l'État entreprise. Et pour lui, après avoir connu l'État-Église, l'État-nation, nous voilà dans un État entreprise, donc un État qui, par mimétisme, a absorbé la rationalité de l'entreprise commerciale. Et d'ailleurs, il est amusant de savoir que dans le monde anglo-saxon, il y a un concept très utilisé, qui peut être très intriguant pour un esprit français ou continental, c'est celui de body politics. Et body politics, pour les anglo-saxons, ça veut dire une corporation, ça peut être une société commerciale, ça peut être une université, et les juristes ont même appliqué le concept à l'État. Ensuite, des exemples de l'imperium ou dominium. Bon, évidemment, l'État a un pouvoir financier par la collecte de l'impôt, par l'expropriation, ce sont là des choses connues. Un autre phénomène qui est plutôt courant dans certains États fédéraux, c'est que l'État fédéral, par sa puissance financière, peut attacher des conditions à ses subventions versées aux entités fédérées. Donc c'est son dominion à lui, donc on parle d'un dominion de l'État, non pas le dominion privé, qui finalement normalise l'exercice des compétences constitutionnelles. Et cela est très courant dans les fédérations anglo-saxonnes, Canada, les États-Unis, l'Australie. Je sais que pour les fédérations européennes, normalement, le pouvoir dit de dépenser, ou le power of the purse, de l'État fédéral est davantage réglementé. Mais là, c'est une belle illustration que l'État aussi a son dominion et il peut exercer un surcroît de puissance politique par lui. On peut donner l'exemple des dettes publiques, les fonds souverains. Voilà d'autres exemples, manifestations du dominion étatique. Quelques mots maintenant sur le constitutionnalisme libéral classique. On en a déjà beaucoup parlé, mais je dirais que, grosso modo, c'est un constitutionnalisme d'arraisonnement de l'impérium étatique, en laissant le plus souvent le dominion privé qui appartient à une sphère protégée et qui précède de l'État hors de la Constitution. Donc, l'État, d'ailleurs, est créé pour protéger les droits d'appropriation des personnes, et c'est lui, d'ailleurs, qui doit rendre exécutoires les obligations contractuelles des personnes et les protéger contre toute forme de violence ou de prédation. Et pour moi, c'est ce que j'appellerais un constitutionnalisme imparfait, c'est-à-dire il ne vise que la limitation des excès de l'impérium et non pas la limitation des excès du dominion. Le constitutionnalisme libéral raisonne donc l'impérium par toutes sortes de techniques, séparation des pouvoirs, garantie substantielle et procédurale devant les tribunaux, approbation parlementaire, l'appropriation publique, normes limitant les déficits publics, fédéralisme, décentralisation. Mais cet raisonnement ne doit pas enlever à l'État la capacité d'organiser l'économie, de la réglementer, ni de définir les libertés contractuelles et le régime des biens. Et souvent, dans ces constitutionnalismes libéraux, la production et l'institutionnalisation de la propriété du marché sont donc laissées souvent hors du domaine de la loi ou de la Constitution. Et dans le pays de common law, ça a été pendant longtemps l'affaire des tribunaux.
l'exemple le plus frappant dans cette Constitution libérale, c'est la Constitution américaine. Nous en avons parlé un peu ce matin. Elle était effectivement, à son origine, assez silencieuse sur liberté économique, mais les amendements du Bill of Rights vont combler ces lacunes. À peu près la moitié des 12 amendements touchent de près ou de proche à la propriété. Mais ce qui est, à mon avis, le plus encore intéressant, c'est l'article 8 de la Constitution américaine qui énumère les compétences du Congrès. C'est-à-dire que cet article explicite le rôle positif de l'État à l'égard de l'économie. Ce que font souvent les constitutions fédérales. Elles n'ont pas le choix que de rationaliser les tâches économiques en 2 paliers de gouvernement. Donc, elle explicite ce qui peut être laissé implicite dans les États unitaires. Et cela apparaît très sérieusement, donc, dès le début. Et, à mon avis, il y a une très sérieuse limitation au domaine privé qui a été apportée aux États-Unis au prix de beaucoup de sang. C'est l'interdiction de l'esclavage. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et Karl Polanyi observe à ce sujet que cette interdiction a contribué à libérer davantage l'économie qui, avant, selon lui, avait une existence plus ou moins certaine et claire. Donc, le constitutionnalisme libéral repose sur ces dispositifs, mais également sur ce que j'appellerais des principes métajuridiques fondamentaux. L'un d'eux, c'est la division en droit public et droit privé, qui est certes toujours très disputée, mais toujours très effective dans les enseignements. C'est pourquoi, généralement, on n'enseigne pas le droit des sociétés commerciales dans un cours de droit constitutionnel. Pourtant, Weber, ou même le juriste anglais Dicey, ont comparé l'État à une entreprise. Deuxième élément, c'est une théorie des personnes. M. Vernou y a fait référence tout à l'heure, qui érige l'entreprise capitaliste donc en personne fictive, jouissant des libertés reconnues aux particuliers, en plus de pouvoir postuler à des droits de souveraineté. Par ailleurs, sans l'invention de la responsabilité limitée de l'entreprise, dont Marx a saisi l'importance et à laquelle Adam Smith était hostile, le capitalisme n'aurait pas pu se développer. Le constitutionnalisme libéral a quand même connu des mutations, même des tentatives de sortir de ce paradigme. Et il est intéressant de comparer la pratique constitutionnelle en Amérique et celle en Europe. On voit même dans plusieurs pays, des 2 côtés de l'Atlantique, des tentatives de faire entrer l'ordonnancement de la vie économique dans le domaine même de la Constitution. On va même, dans certaines constitutions, tenter de redéfinir les principes constitutifs du domaine privé. Par exemple, la réforme agraire, les formes de propriété, ses finalités, l'extension du domaine public. Ce que je peux observer, c'est qu'en fait, il y a peut-être 3 formes de constitution économique dans la constitution juridique qui apparaissent. La première, c'est la constitution libérale qui renvoie à un ordre économique sous-jacent qui est souvent donc en dehors de la constitution. Deuxième, la constitution qui fixe les droits et les principes d'action des acteurs économiques. Ça, plusieurs constitutions vont tenter de le faire. Les acteurs, ça peut être aussi bien le consommateur, l'individu, le travailleur que l'entreprise. Et enfin, troisième type de constitution, c'est celle qui tente de fixer les règles et principes d'encadrement juridique en vue de créer un ordre économique déterminé. Donc, ça renvoie justement à cette discussion. Est-ce que la Constitution est neutre ou pas? Mais dans certains cas, la Constitution va au-delà de la neutralité. Alors, quelques exemples. Le plus frappant en Amérique, c'est la Constitution de Querétaro, donc la Constitution issue de la Révolution mexicaine de 1917. On a même parlé dans la littérature mexicaine d'une mise en tutelle constitutionnelle de la propriété privée. On la réorganise, on interdit les fameux latifundium et on instaure un système triangulaire de propriété privée, sociale, publique. Et on confie à l'État la régie, rectoria, de l'économie nationale. On consacre son pouvoir de réglementation et on lui réserve plusieurs activités et ressources. Et on limite la propriété étrangère de ressources nationales. Mais en 1982, à l'instigation du président Cárdenas, on va mettre fin à ce système qui avait été promu notamment par le président Cárdenas depuis 1934, et on va instaurer un État social-libéral. On va mettre fin aux distributions agraires, on va libéraliser la propriété en forme des rideaux, donc une forme de propriété
collective indigène, on va la libéraliser, on va adopter un programme de privatisation, on va justement consacrer l'indépendance de la Banque du Mexique et on va remplacer la politique de substitution des exportations par celle du développement des exportations, d'où la naissance quelques années plus tard du traité de libre-échange. Dans l'entre-deux-guerres, le Pérou adopte 2 constitutions qui portent un volet socio-économique très marqué. En 1979, ils adoptent, les Péruviens, une nouvelle constitution fixant le régime économique et financier du pays, fondée sur le pluralisme économique, la planification démocratique, la libre entreprise et le rôle directif de l'État. Mais la crise économique va finalement pousser le pays à écarter cette constitution social-démocrate au profit d'un libéralisme social fondé sur l'État subsidiaire, idée également retenue au Chili pour limiter la capacité économique de l'État. Il y a plusieurs autres exemples de constitutions du même type. Je pense à celle du Brésil de 1988. Et puis, le Canada, bon, j'en dirais peu, parce que finalement, le Canada n'est peut-être pas intéressant pour notre propos. Bon, il peut l'être, mais il faudrait que je fasse de très longs développements. Je pourrais me contenter de dire que lors de sa fameuse réforme de 82 qui a franchi le pays de la Grande-Bretagne, le Canada donc, n'a pas voulu protéger comme telle la Constitution de peur d'importer la jurisprudence américaine, celle de Lochner, dans ce pays du Nord. Et puis on a adopté un vague article sur les inégalités régionales. Mais chose peut-être plus intéressante pour notre propos, c'est la reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples autochtones qui est venue apporter des limites, encore certes très imprécises, à l'appropriation privée et publique des terres occupées et revendiquées par ces peuples. En Europe, l'exemple le plus fameux de tentative de constitution économique, c'est celle de Weimar, qui a introduit une forme de constitutionnalisme socio-économique dans son fameux chapitre 5 sur l'ordre de la vie économique. Mais cela composait un ordre plutôt ambivalent, puisque d'un côté, bon, il consacrait les libertés économiques classiques du libéralisme et voulait protéger les droits des travailleurs dans un système de co-détermination. Et les tribunaux ont donné à ce chapitre 5 une interprétation assez limitée. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit quand même plusieurs autres pays tenter d'emprunter une voie weimarienne. Bon, ce serait peut-être abusif de dire que le préambule de la Quatrième République en est une parfaite reproduction, mais il y a quand même un embryon d'énoncé des droits des acteurs économiques dans le préambule. On peut donner aussi comme exemple la Constitution de 1946 de l'Italie, qui distingue 4 sphères civiles, sociales, étatiques, économiques et politiques, et qui tente, dans un titre 3, d'organiser les rapports économiques. Et c'est enfin un compromis entre la démocratie chrétienne, le libéralisme et les marxistes en Italie. Donc, il y a certains énoncés qui peuvent nous paraître assez audacieux, même si dans les faits, les Italiens n'ont peut-être pas tout à fait mis en œuvre dans leur entièreté toutes ces dispositions. D'autres États vont s'engager dans cette voie, le Portugal après la révolution des œillets. Mais on doit quand même observer que certains États, par exemple, vont réussir à édifier un État-providence, comme la Suède, totalement en dehors de la Constitution, et Constitution que les Suédois ont refaite en 1974, mais sans vraiment introduire de notion sociale. Donc, je dois conclure très rapidement. Je dirais que peut-être qu'une façon d'envisager autrement la question, c'est se retourner aux sources. Et peut-être Rousseau, Pierre Crétois a publié un très beau texte sur Rousseau et la propriété, publié justement aux éditions de la Sorbonne, et qui nous rappelle que Rousseau avait de très belles intuitions qui n'aboutissaient pas du tout à un collectivisme confiscatoire. Mais une façon de penser justement les rapports d'impérium et dominium sans passer par la solution du naturalisme subjectiviste libéral ni par une concentration excessive de l'impérium. Et on peut aussi retourner à Harrington. Harrington disait dans Océana, il y a 2 types de lois fondamentales, celles qui distribuent la propriété, comme les lois agraires et les lois d'héritage, et celles qui conditionnent la vie politique. Alors, je vais terminer là-dessus.